À l'approche des votations fédérales du 12 février, journalistes et politiciens se livrent à une danse médiatique intense autour du troisième objet soumis à la votation populaire, la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises, la RIE 3. Que propose cette réforme et quelles en sont les subtilités? Pour en parler avec nous, Xavier Auberson, avocat et professeur ordinaire en droit fiscal suisse et international. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Alors actuellement, quelle est la situation du droit fiscal des entreprises en Suisse? D'accord, donc la situation, elle est la suivante, c'est qu'on a un système fédéraliste en Suisse, contrairement à la plupart des États. Donc on a un impôt fédéral sur le bénéfice des sociétés qui est de 8,5%. Ça, c'est dans toute la Suisse. Et puis après, on a un impôt cantonal, alors qui varie d'un canton à l'autre, qui vient donc s'ajouter à ce taux de 8,5%. Par exemple, à Genève, le taux global, ce serait de à peu près 24%. Ça, c'est le système ordinaire. Et dans le cantonal, il y a bien sûr inclus l'impôt communal qui dépend encore de l'endroit de la commune. Donc il y a vraiment 3 niveaux d'imposition. Le fédéral, c'est le même pour toute la Suisse, mais les cantons et les communes, c'est très différent d'un canton à l'autre. Et Genève, par exemple, a un des taux déjà les plus élevés de Suisse. Il y a par exemple déjà en Suisse alémanique des cantons qui ont des taux parfois même qui sont à 12-13% déjà aujourd'hui. Voilà un petit peu le cadre, je dirais, si on peut résumer très simplement. Et que propose cette réforme RIE 3? Alors justement, cette réforme, elle propose, je dirais, 3 choses essentielles. Ce qu'il faut mentionner, c'est que dans le cadre de base, ce que j'ai décrit, c'est le système ordinaire, mais vous avez depuis des décennies des statuts spéciaux, comme on appelle, qui sont uniquement au niveau des cantons, donc la Confédération ne changerait rien du tout, et qui sont fondamentalement des sociétés qui sont axées vers l'étranger. Par exemple, des sociétés de trading, des sociétés qui donc font des activités prépondérantes à l'étranger, et elles bénéficient jusqu'ici, dans la loi, d'un taux d'imposition plus bas. Et par exemple, à Genève, on est à peu près à 11,5%, en comparaison des 24,5%. L'Union européenne et ensuite l'OCDE, depuis plus de 10 ans, ont fait pression sur la Suisse pour qu'on abandonne ces statuts. Donc ça, c'est la première grande mesure, et je crois que sur ce point, tout le monde est d'accord. On ne peut pas garder ces statuts spéciaux cantonaux, donc on va les supprimer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on supprime ces statuts et qu'on ne fait rien, vous avez ces sociétés qui sont tournées vers l'étranger, qui vont se retrouver avec un taux d'impôt, par exemple à Genève, de 11,5%, ça passera directement à 24%, puisqu'on arrive au régime ordinaire. Et donc, une des soucis, c'est d'éviter qu'elle s'en aille, tout simplement, voire même qu'elle parte dans un autre canton, ce qui est aussi possible. Donc, deuxième volet de la réforme, c'est que les cantons, et surtout les cantons romans, se sont à peu près mis d'accord pour baisser les taux, donc baisser le taux ordinaire de 24,5 à Genève, et on arriverait à un taux, on est à 13,49. C'est le système qui a été pour l'instant donc décidé. Donc, deuxième grand volet de cette réforme, baisse des taux ordinaires. Donc, pour Genève, 24,5 passerait à 14,9. Mais c'est vrai que pour les sociétés à statut spéciaux, par exemple les sociétés de trading, les sociétés de négoce, pour elles, le taux va monter en réalité de 11,5 à 14,9. Puis le troisième volet de la réforme, qui est peut-être le plus controversé, c'est une série de mesures supplémentaires qui ont été ajoutées et qui sont inspirées des régimes qui existent notamment en Europe ou dans les pays voisins pour favoriser certains types d'activités, par exemple la recherche et le développement, les financements intragroupes, etc. Donc ça, c'est le troisième paquet de la réforme. C'est justement ce troisième paquet de la réforme qui pose souci. Quels sont donc ces outils de réduction fiscale qui ont été posés par cette réforme pour justement rester concurrentiel face à cette normalisation du taux d'imposition? Voilà. Alors je dirais, il y en a plusieurs, mais il y a trois grands systèmes qui sont prévus. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'alors là, effectivement, la réforme, elle est assez compliquée sur ce point, mais c'est vrai qu'on a voulu aussi préserver le fédéralisme et on a laissé aux cantons souvent aussi le choix de prendre ce régime ou de ne pas l'adopter. Donc, ce que je vais vous décrire, c'est vraiment dans les grandes lignes les 3 systèmes, mais sachant que souvent les cantons, par exemple, pourront dire ça, je ne vais pas prendre, ou je vais peut-être varier le taux, etc. Donc, une des premières mesures, c'est ce qu'on appelle la boîte des brevets, patent box en anglais, donc la boîte à brevets, si je puis dire.
qui est un système qu'on n'a pas du tout inventé. Entre nous, aucune des mesures, on les a inventées. Hein. On a copié, franchement, des règles des pays voisins. Donc, c'est pour des sociétés qui sont axées dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le bénéfice qui viendrait de cette propriété intellectuelle pourrait être taxé à un taux plus bas que l'autre taux. Ça, c'est la première mesure. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que il y a des montants maximums qui sont fixés, il y a des règles très précises pour éviter une sorte de sous-enchère supplémentaire fiscale. Mais donc ça, c'est une mesure qui existe en plus. La deuxième mesure, dans le même ordre d'idée, qui existe aussi surtout en Hollande et dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle, je dis souvent à mes étudiants, vous avez connu les déductions, on arrivera aux super déductions. Donc c'est des déductions pour la recherche et le développement, qui pourrait aller au-delà de 100%, il pourrait aller jusqu'à 150%. Par exemple, si vous avez une entreprise et que vous faites des frais de recherche et développement qui vous coûtent 100, vous pourriez déduire fiscalement jusqu'à 150. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager cette recherche avec des conditions de nouveau très précises. Il faut notamment, en général, que la recherche soit faite en Suisse, ce qui pourrait avoir même un effet plutôt positif, puisque c'est des travailleurs, des gens en Suisse, qui développeront cette recherche. Là aussi, il y a des montants maximums qui sont fixés. Il y a toute une série de règles compliquées qui ont été mises en place. Je crois d'ailleurs que cette mesure n'est pas très, très controversée. La troisième, qui est peut-être la plus controversée, c'est ce qu'on appelle les intérêts notionnels. Alors ça, c'est assez technique. C'est une invention belge, d'ailleurs. Il faut savoir que les Belges se sont trouvés dans la même situation que nous il y a quelques années. Ils ont dû abroger les régimes particuliers. Et parmi différentes mesures, ils ont introduit cette idée des intérêts notionnels. Donc l'idée, c'est de dire, quand vous créez une société, vous êtes d'accord, vous avez un capital social, et puis on peut avoir des fonds étrangers, d'accord, comme un prêt. Donc si vous avez des fonds étrangers, le prêt, vous payez un intérêt. L'intérêt, il est déductible fiscalement, c'est tout à fait normal. Mais l'idée de cette réforme, c'est qu'on permettrait une partie des fonds propres, donc du capital, on calculerait un intérêt théorique qui serait aussi déductible. Voilà, ça c'est la troisième mesure qui est optionnelle pour les cantons. Donc les cantons ne sont pas obligés de la mettre en œuvre. Et Genève a d'ores et déjà dit qu'il n'allait pas introduire cette mesure en droit cantonal. Voilà à peu près dans les grandes lignes ces trois mesures. Alors les tenants du pour craignent qu'en cas de refus, la Suisse perde un train en termes d'attrait économique. Quel est l'argument le plus valable du oui à la RIE3, Xavier Auberson ? Oui, je pense que l'argument le plus valable, et c'est un argument peut-être difficile à faire passer, mais c'est de dire que si on ne fait pas ça, on a vraiment des risques de perte d'emploi très importantes. Donc, il y a des calculs, il y a des études économiques qui ont été faites, parce que ces entreprises et certaines vont quitter la Suisse, ou peut-être même aller dans certains cantons suisses alémaniques qui ont déjà les taux très bas. Et donc, tous ces emplois vont partir, et tous les emplois indirects, les secteurs des services, les fournisseurs, etc., vont aussi perdre du travail. Donc ça, je pense, c'est un argument qui est très fort en faveur de cette réforme. Dans le même ordre d'idée, c'est qu'il y a aussi cette tendance internationale. Les Anglais ont annoncé qu'ils allaient descendre à 17, voire 15%, l'impôt des sociétés. Donald Trump a annoncé... Et on voit maintenant que quand il annonce quelque chose, il a tendance à le faire. Il a annoncé qu'il allait passer vraisemblablement à 15%. Donc vous imaginez, aux États-Unis, on aurait un taux de 15% aux États-Unis. Donc même les Allemands aussi ont déjà annoncé aussi une baisse. Donc on a une tendance mondiale. Et je pense que là, la Suisse, c'est aussi un argument très fort en faveur. On doit quelque part, on ne peut pas rester à l'écart de cette tendance. Maintenant, un argument fort, peut-être en faveur du non, qui est vraiment souvent soulevé. Oui, justement. Donc, les tenants du contre, eux, ils s'inquiètent plutôt des pertes fiscales. Voilà. Donc, ils parlent de réforme qui a pas qui ne comprend pas, on va dire, qui n'a pas été contre-financée. Donc, pour vous, quel est l'argument justement le plus valable de ceux qui sont contre la RIE3 ? L'argument de ceux qui sont contre. Et pour être tout à fait équitable, comme j'ai soulevé deux arguments peut-être pour, je vais aussi en soulever peut-être deux pour être équilibré contre. Essayons d'être tout à fait équilibré. C'est un argument de type financier. Ils disent, au fond, c'est vrai, on a un taux de 24,5%, on va descendre à 14%, plus vous rajoutez encore toutes ces mesures, donc on a des pertes de recettes qui sont
qui sont vraies. On parle entre 1,5, 2, 3 milliards de pertes globales de recettes. Donc c'est vrai, ces recettes sont perdues. Ça, c'est un argument qui est clair. Mais à ça, on répond que oui, mais on perdrait beaucoup plus encore si on ne le faisait pas. Mais enfin, ça, c'est dans le débat. Puis alors, le deuxième argument, qui est peut-être un peu moins fort, mais qui est quand même un argument qu'on peut tout à fait soulever, c'est que toutes ces mesures supplémentaires, est-ce qu'on n'a pas chargé un peu trop le bateau? C'est-à-dire, d'accord, on baisse les taux, on fait un peu comme le font les États étrangers, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir la patent box, les intérêts notionnels et les superdéductions? Ça, c'est un autre argument du non que je trouve tout à fait défendable. Mais à cela, on peut répondre, il faut quand même être précis, parce qu'il y a aussi des choses qui ont été dites un peu dans tous les sens. C'est que ce cadre, il est quand même très réglementé, il y a des montants maximum. Et puis, je dirais, c'est un peu le fédéralisme de la Suisse, hein. Les entreprises de Zurich ne sont pas dans la même situation que les entreprises à Genève, ce n'est pas le même secteur financier, que des entreprises à Zug, que des entreprises dans le canton du Jura. Donc il a fallu trouver, c'est vrai, une espèce de compromis pour satisfaire un peu tout le monde. Mais je peux comprendre qu'on soit critique sur ce cumul en réalité de règles. Alors, en résumé, quel impact concrètement au niveau fédéral et au niveau cantonal avec cette réforme, la RIE 3? Là, on parle justement de si elle devait s'appliquer. D'accord. Alors, pour la Confédération, paradoxalement, pas grand-chose, parce que finalement, eux, ils n'avaient pas de statuts spéciaux cantonaux, donc ils n'en connaissaient pas. Donc pour eux, finalement, ça ne change rien. Ils ont toujours leur taux de 8,5%. Donc le taux reste au niveau de la Confédération, mais quand même, ils ont accepté de redistribuer plus aux cantons entre l'impôt des sociétés cantonales et fédérales. Donc il y aura une redistribution aux cantons qui est plus importante. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner, parce que si la réforme ne passe pas, cet argent ne reviendra pas, supplémentaire ne reviendra pas aux cantons. Alors pour les cantons, effectivement, pour eux, c'est vraiment les grands visés, je dirais, par cette réforme. C'est une des réformes fiscales les plus importantes de ces 50 dernières années. C'est une réforme fiscale fondamentale. Et ça veut dire que tous ces statuts spéciaux disparaissent. Pour certains cantons, donc, le taux global va baisser. Il faut que le canton choisisse s'il va introduire ou pas certaines des mesures spéciales et d'autres. Donc vraiment, pour le canton, c'est un chantier énorme. Tous les cantons travaillent dessus, les projets de loi sont prêts, etc. On n'attend plus que le vote. Puis pour la commune, alors je dirais, en réalité, ils vont suivre le canton, puisque le droit communal dépend en fait du droit cantonal. Après, par contre, il y a les taux d'imposition municipaux, donc les centimes additionnels. Et ça, chaque commune décidera selon son système.